Bienvenue à tous au Quantum Club donc pour la conférence de Noël de professeur Fabrizio Buccella. Je vais prendre quelques minutes donc, pour vous présenter simplement l'association le Quantum Club. Donc en fait, on est une association d'étudiants entièrement gérée par des étudiants et fondée par des étudiants. Et donc j'ai l'honneur d'être le président de cette association. Et donc, pour donner un petit peu d'historique, donc j'ai fondé cette association il y a 2 ans et demi avec des amis. On était passionnés de mécanique quantique et puis aussi de transmettre le savoir et de vulgarisation. Et puis de manière un petit peu sans prétention, on s'est dit qu'on allait organiser quelques petits séminaires à la section de physique pour les étudiants, pour discuter un petit peu de mécanique quantique. Donc on invitait en fait les professeurs de la section à venir parler de leurs recherches. Et puis comme vous le voyez, c'est devenu de plus en plus gros. En fait, en 2 ans, on a organisé plus de 30 événements. Et petit à petit, on essaye de se faire la place aussi dans la vulgarisation scientifique. Et donc on organise de plus en plus d'événements aussi pour la vulgarisation scientifique, pour le grand public, comme l'événement de ce soir. Donc voilà, on a été très très présent pendant l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Donc c'est 2025, c'est cette année maintenant, qui va se finir dans quelques jours maintenant. Et on a beaucoup collaboré par exemple avec le Geneva Quantum Center, dont vous allez avoir une présentation dans quelques minutes. Voilà, ces types d'événements, évidemment, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de monde. Et donc au Quantum Club, donc on est 14 étudiants. Et j'aimerais que vous les applaudissiez très très fort parce qu'ils font un travail incroyable. Merci beaucoup. Voilà, ils font un travail incroyable et à la base c'était un tout petit club et en fait on voit qu'on arrive à faire des choses de plus en plus grandes. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Donc voilà, merci à eux. Vous les voyez, ils sont avec les t-shirts noirs avec le logo Quantum Club. Il y en a un peu partout, ils vous ont aidé à vous placer et ils sont en train de courir certainement pour chercher une nouvelle salle. Voilà, donc je les remercie infiniment pour ça. Et la deuxième chose importante pour organiser des tels événements, évidemment, c'est les financements. Et donc, on est fortement aidé par la section de physique, que je remercie beaucoup. Également SwissMap, qui nous a beaucoup aidé au début, et le Geneva Quantum Center, qui est l'association des professeurs de physique quantique et de chercheurs de mécanique quantique ici à Genève, qui nous aident énormément et qui ont complètement financé la conférence de ce soir. Donc voilà, je les remercie infiniment. Et je propose donc au co-directeur, professeur Alberto Morpurgo, de venir présenter rapidement le Geneva Quantum Center. Merci beaucoup. Merci Elliot et bienvenue, bonsoir et bienvenue à tout le monde. C'est un énorme plaisir de voir la salle comme plein comme ceci et de pouvoir vous dire quelques paroles à propos de ce qu'on fait dans le Geneva Quantum Center. Nous, on est un groupe de à peu près 25 professeurs, chercheurs à l'Université de Genève qui travaillent dans le domaine quantique, dans des aspects différents, complémentaires de la physique quantique. On a à peu près autour de 20-25 laboratoires complémentaires dans des sujets spécifiques. On fait de la recherche, mais pas seulement ça. On essaie de faire aussi de la vulgarisation pour expliquer la physique quantique à tout le monde. Cette année, comme Elliot a mentionné, est particulièrement importante parce que le 2025 a été décrété par les Nations Unies être l'année de la physique quantique. Donc, on a fait pas mal d'événements. On a organisé une soirée porte ouverte à la physique, pas mal de conférences grand public en collaboration avec le Quantum Club, une exposition au musée cet été et encore autre chose avec l'industrie genevoise. Donc c'était une année assez chargée d'événements et c'est un grand plaisir de pouvoir terminer cette année avec la conférence des professeurs Buccella qu'on remercie énormément. Donc je voudrais dire 2 choses ici. Un grand merci au professeur Buccella, on va l'écouter dans un moment, et un très très grand merci au Quantum Club, l'engagement pendant toute l'année. Moi, ça fait 30 ans, encore plus, que je suis dans le domaine à travailler. Je n'ai jamais vu une association d'étudiants si impliquée et si énergétique que ça. Donc, chapeau bas, merci.
Merci beaucoup, professeur. Donc, il est temps pour moi de vous présenter quand même notre invité de ce soir. Bon, je pense que vous le connaissez déjà tous. Ce soir, on écoute professeur Buccella, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, de mathématiques et de physique, évidemment. Il est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Il comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il publie énormément de vidéos scientifiques et de vulgarisation sur Instagram, YouTube, etc. Et ça marche extrêmement bien. Il est également chroniqueur à la télé belge, RTBF, et à la radio belge, si je ne me trompe pas. Et également chez Laurent Ruquier aux Grosses Têtes sur RTL. Il a écrit également beaucoup de livres, et donc son dernier s'intitule « Comment gagner à pile ou face et autres énigmes scientifiques ébouriffantes ». Et ça s'est publié donc chez Alary Éditions Paris. Le livre était en vente à l'entrée, et s'il en reste quelques-uns, il y aura encore un point de vente juste après la conférence, et nous proposons une petite séance dédicace juste ici, juste en bas. Donc soyez libres de venir signer votre livre avec professeur Fabrizio Buccella. Cher professeur, la scène est à vous. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, le micro s'est allumé automatiquement, c'est magique, la technique. Effectivement, un tout grand merci au Quantum Club, aux étudiants. Enfin, l'énergie, comme l'a dit l'éminent professeur directeur du Geneva Quantum Center, l'énergie que vous déployez est incroyable. Et donc, moi, si un jour vous me donnez la petite recette de votre hamiltonien, ça m'intéresse, parce que j'ai jamais réussi à calculer un hamiltonien, mais par contre, les piquer chez les autres, ça me dérange pas du tout. Bon, c'était une petite blague de physicien, vous inquiétez pas. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent dans les autres salles, on va essayer de faire ça au mieux. Donc, de temps en temps, j'espère que tout ira bien. Donc voilà, sachez qu'on est sur plusieurs salles délocalisées, et donc avec votre autorisation, de temps en temps, je vais m'adresser un peu plus à la caméra pour que les gens qui sont dans les autres salles sentent qu'on est aussi un tout petit peu avec eux, même si je le fais très facilement au début de la conférence et puis je me laisse emporter, je n'ai plus pensé à rien du tout. Bien. Donc, ce soir, nous allons parler de physique quantique. Alors, c'est une affaire tout à fait incroyable, cette affaire de la physique quantique, because personne ne comprend la physique quantique, comme disait le grand Richard Feynman. Alors, vous vous dites, ok, ça tombe bien, le type qui va nous parler de la physique quantique ne comprend pas lui-même la physique quantique, donc personne ne comprendra la physique quantique. Et donc, aucune inquiétude, si quand vous sortez de cette conférence, vous n'avez pas compris de la physique quantique, tout va bien. Je ne l'ai pas comprise, mes étudiants ne la comprennent pas, vous ne la comprendrez pas, et on aura quand même passé une bonne soirée. La seule chose dont on est à peu près certain, c'est que dans 7 jours, c'est Noël. Hein. Ça, y a pas. Voilà. Donc, avec ça, la conférence. J'ai souhaité la faire, avec l'accord bien sûr du Quantum Club, j'ai souhaité la faire au tableau et à la craie. Parce qu'en vérité, c'est ainsi que je donne cours. Mais ça veut dire aussi que c'est toujours un peu une sorte de travail un peu sur un fil. Hein. Vous n'avez pas l'avantage d'avoir un transparent que vous avez léché pour lécher, qui est projeté, sur lequel vous appuyez. Donc soyez indulgents si de temps en temps je perds mes mots, je fais un graphique que c'est pas le bon, que je me rends compte après. Mais mes étudiants me connaissent par cœur, donc ils me corrigent, ils me disent « Monsieur, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, vous êtes trompé, vous avez encore fait le calcul à l'envers ». Et donc voilà, vous êtes indulgents par rapport à ça. La deuxième chose, c'est on a beaucoup réfléchi, mais en vérité, si on voulait avoir une conférence à peu près continue et sans trop d'interruptions, c'était compliqué de mettre en place des expériences. Parce que les expériences nécessitent, par exemple, si on doit faire des expériences de diffraction, d'interférence, d'obscurcir l'amphithéâtre, de commencer à caler un laser, enfin bon, voilà, c'est des petites manipulations, c'est pas super long, mais ça aurait haché, si vous voulez, le déroulement de la conférence. Donc, on va travailler simplement avec le tableau, la craie et l'imagination fera le reste.
Sinon, pour le reste, tout ce qui vous sera raconté ici est censé être validé. Et si c'est pas validé, c'est que je me suis planté. Voilà. Donc, ayant dit ça, oui, nous allons commencer par si je peux aller jusque-là, point de vue de la caméra. Alors, j'ai gentiment construit cette conférence comme une espèce de montagne qu'il faut gravir, voilà. Et donc, ça va commencer gentiment, et puis on va arriver à quelque chose de relativement compliqué, et puis la seconde partie de la conférence, quand on montrera, vous verrez qu'on sera la seconde partie, quand on montrera le tableau de derrière, eh bien, celle-là sera en pente douce, entre guillemets. Donc, si vous avez l'impression qu'au début, ça se complique de plus en plus, ou que je deviens de plus en plus confus, c'est tout à fait normal, c'était le déroulé pédagogique qui était prévu. Et l'autre chose, c'est que autant que faire se peut, le travail qui était fait préalable à cette conférence, c'est d'essayer de vous donner un petit aperçu, je dirais entre le trou de la serrure de ce à quoi pourrait ressembler. Après, chacun le fait comme il le souhaite, avec ses mots, ses expériences fétiches. Mais l'idée, c'est de vous montrer le petit aperçu de à quoi pourrait ressembler un petit cours d'introduction sur la mécanique quantique. Donc, en vérité, bien sûr, on a supprimé les calculs, mais qui sont techniquement pas si compliqués. Ce serait pas en vérité extrêmement compliqué, même d'ouvrir la boîte à calculs. C'est pas si compliqué. Mais voilà, comme ça, vous avez vous êtes un peu, autant que faire se peut, dans ma petite tête, quand j'avais préparé cette conférence. Une fois qu'on m'a interdit de faire des expériences, parce qu'on allait, entre guillemets, avoir le système haché, je me suis dit, alors au moins que vous puissiez voir de quoi il retourne. Et sachez aussi que c'est incroyable de voir autant de jeunes, voire de très très jeunes qui sont intéressés par la quantique. Ça c'est incroyable, par la physique, par l'université. Donc surtout continuez, ne bougez à rien. Alors vous allez vous dire, le type il nous fait une espèce de petite montagne, mais il nous dit pas de quoi il va parler. Eh bien, on va démarrer tout de suite par la première expérience. Et la première expérience, quantique au coin de la rue oblige, c'est la fameuse expérience de la vitre. On l'avait mis dans le petit communiqué de presse d'annonce de la conférence. J'ai fait mes petites feuilles que je tourne au fur et à mesure. Vous avez sans doute tous eu l'expérience de voir votre reflet dans une vitre. Et si vous voyez votre reflet dans une vitre, eh bien, sachez que vous êtes, en regardant votre reflet dans une vitre, en train de faire de faire une expérience de physique quantique, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc ça, c'est une vitre. En tout cas, un physicien accepterait de considérer que ça, c'est le début d'une vitre. Et si vous voulez, on va se dire, mais alors quoi ? S'il y a un reflet, cela signifie qu'il y a des photons qui passent à travers et des photons qui reviennent. Alors vous allez vous dire, ouais, mais le type déjà, il est en train de parler de photons, il n'a pas défini les photons. Voilà. Laissons-nous porter, ne me demandez pas de chaque fois revenir en arrière, de redéfinir tous les termes exactement. Considérez que le photon, c'est la plus petite quantité de lumière qu'on puisse imaginer. Quantité, quantique, on est un peu dans l'idée. Donc vous dites, ok, j'ai ici une vitre, j'ai bien sûr la face avant de la vitre, parce que vous savez que la vitre est constituée de deux faces. Donc jusque-là, tout va bien. Alors on va faire une expérience un peu particulière, c'est qu'on va mettre un détecteur à l'intérieur de la vitre. Donc on va l'appeler D. Donc le détecteur se trouve à l'intérieur de la vitre et ici vous allez mettre on pourrait l'appeler un canon à photons, mais vous pouvez l'appeler simplement une lampe de poche. On va même prendre une lampe de poche dont on va diminuer assez fortement l'éclairage pour qu'elle soit toute petite et qu'éventuellement, quand ça nous intéresse, cette petite lampe de poche puisse envoyer des photons un par un. Mais à ce stade, on va simplement considérer que c'est une bête lampe de poche. Alors cette lampe de poche envoie des rayons lumineux sur la vitre, elle envoie une quantité de lumière sur la vitre, pardon, j'ai déjà plus de voix ici, alors, ça commence bien, déjà qu'au début du bazar, alors pour que vous ayez reflet, cela signifie que tout ne doit pas passer au travers. Si tous les photons qui sont envoyés par la lampe de poche passent au travers de la vitre, vous n'avez pas de reflet. Et si vous faites l'expérience, sans crainte de sans trop se gourer, vous avez, avec un détecteur théorique,
mais techniquement, c'est des expériences qu'on peut réaliser, pas avec une vitre du commerce, mais c'est techniquement des expériences qu'on peut faire. Vous pouvez vous retrouver avec 96%. On dit 96 en Suisse, hein? Oui, j'ai eu peur, parce que parfois, quand je suis dans un autre pays qui parle français, mais pas comme nous, on se fait reprendre, hein? Donc, on ne dira pas lequel. Donc, vous vous retrouvez avec 96% des photons qui passent au travers. Donc, techniquement, vous avez 4% des photons qui sont réfléchis. Alors, vous dites, OK, mais ça ne fait pas encore le reflet. Le reflet de la vitre, c'est en vérité la réflexion de la face avant et la réflexion de la face arrière. OK? Jusque-là, tout va bien. Donc, on se dit, OK, en fait, la quantique, c'est assez facile. La quantique est en train de nous expliquer que le reflet est constitué de 4% face avant plus 4% face arrière. Vous allez me dire, OK, la seule différence, ou en tout cas la seule chose qui pourrait sembler différente par rapport à une physique classique, c'est qu'on a, entre guillemets, des probabilités qui apparaissent. Pourquoi est-ce qu'il y a des probabilités qui apparaissent? Parce que, imaginez, j'ai dit des choses, il y a des physiciens quantiques beaucoup plus, des vrais physiciens quantiques ici dans la salle, et alors ils vont pas apprécier ce que je dis. Mais imaginez que vous soyez à cheval sur le photon. Vous dites, OK, celui-là, voilà, vous avez compris qu'il n'est pas tout à fait net. Hein. Donc vous êtes à cheval sur un photon. Le photon part. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce photon? Eh bien, vous êtes chocolat bleu pâle, hein, mais chocolat bleu pâle. Vous ne pouvez pas dire s'il va passer ou s'il va être réfléchi. Vous pouvez simplement dire, si vous prenez la première face, qu'il a 4% de chance de vous revenir et 96% de chance de passer. Donc, c'est déjà particulier, parce qu'on n'a pas une capacité à prédire la trajectoire. Si vous allez regarder un match de football, ou si vous allez regarder du hockey sur glace, vous pouvez, pour autant que vous ayez l'ensemble des paramètres, vous pouvez prédire extrêmement précisément la trajectoire du ballon, depuis quand il part le pied du joueur et lorsqu'il arrive là où il doit arriver. Eh bien, ici, pour autant que vous puissiez vraiment dire le photon est parti à ce moment-là, vous ne pourrez pas savoir ce que va faire le photon. Vous pouvez simplement dire, si j'envoie 100 photons, il y en a 96 qui passent à travers, il y en a 4% qui reviennent. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu étrange, qui est l'idée que la nature, ici le photon, joue au dé. Si vous êtes joueur de jeu de rôle, vous pouvez imaginer que vous jouez un dé à 100 faces. Ici, vous avez les 4 premiers chiffres, vous revenez. Ici, vous avez les autres chiffres, vous passez à travers. Et cette idée que le photon, que la nature joue au dé, si jamais ça vous perturbe, si jamais vous dites, OK, ça part mal cette conférence sur la quantique, c'est déjà perturbé, il n'a pas encore rempli un quart d'entier de tableau, eh bien, vous êtes en excellente compagnie. Hein, parce que le grandissime Albert Einstein soi-même n'aimait pas l'idée que la nature jouait au dé. Et il avait eu cette fameuse phrase que vous connaissez tous, qui était de dire « Mais Dieu ne joue pas au dé ». Lui, il ne disait pas Dieu, il était plus respectueux, il avait dit « The Old One », il me semble, dans une lettre à Niels Bohr. Ce à quoi Niels Bohr lui avait répondu « Mais Einstein, bon sang de bonsoir, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Hein. Je dis, il sait très bien, lui, ce qu'il doit faire. » Et donc, oui. Alors, on pourrait se dire qu'éventuellement, le photon sur lequel vous êtes à cheval, entre guillemets, en train d'aller vers la vitre, on pourrait se dire que le photon a éventuellement un carnet d'instructions, une sorte de carnet qui ne nous est pas accessible à nous, mais qui est un carnet interne, que le photon sait ce qu'il doit faire, s'il doit passer à travers la face ou pas passer à travers la face. Eh bien, j'ouvre pas le dossier, mais d'autres expériences de la quantique ont montré que ça, c'était pas possible. Le photon ne possède pas un carnet d'instructions caché à lui, comme on appelle des variables cachées locales. Ça c'est certain, c'est pas possible. Donc, on doit accepter qu'on joue en première approximation avec des probabilités. Et que quand vous avez envoyé un photon sur une vitre, eh bien, vous ne savez pas comment le photon va se comporter. Bien.
Alors vous dites, si le type, il est venu de Bruxelles pour remplir 3 salles pour nous expliquer qu'on fonctionne avec des probabilités, moi, honnêtement, j'ouvre le bulletin météo et je sais qu'il y a 4% de pluie. En Belgique, c'est plutôt 70% de pluie tous les jours. Voilà, j'ai pas besoin d'aller me taper une conférence sur la quantique l'avant-veille de Noël, hein. Bien sûr, bien sûr. Cette affaire-là n'est pas aussi simple. Cette affaire-là n'est pas aussi simple. Alors maintenant, on va faire une autre expérience. On va imaginer que notre vitre est très très mince. Alors vu qu'elle est très très mince, on peut imaginer que la face avant, c'est cette partie-ci du trait de craie et que la face arrière, c'est cette partie-là du trait de craie. Alors ce n'est pas une vitre infiniment mince, hein, ce n'est pas une construction mentale, c'est une vraie expérience d'une vitre très très mince. Alors on va remettre notre canon à photons et on va mettre notre détecteur derrière la vitre. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Toute personne ayant eu des cours de quantique n'a pas le droit de répondre à la question. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Ben, on se dit qu'il y a une face avant, une face arrière, que la vitre est mince, et que donc on doit avoir 4% plus 4% qui sont réfléchis. Eh bien non. Il y a à peu près 100% qui passent. Vous n'avez plus de reflets. Là, ça commence à vous emboucher un coin. Vous dites, OK, c'est là le même concept. Ici, j'avais une vitre du commerce, 3, 4, 5 mm. Ici, j'ai une vitre ultra mince. Il y a 100% qui passent. Donc, à ce stade, par rapport à cette expérience-ci, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ça nous indique une seule chose, c'est que la quantique, ce n'est pas simplement des probabilités qui s'additionnent. Il y a une autre réalité derrière. C'est un peu plus compliqué que simplement dire c'est des probabilités qui s'additionnent. Et si vous êtes prêts à un ultime retournement de cerveau avant de passer à l'expérience suivante, imaginez. Alors, vous allez dire, OK, mais comment est-ce qu'il fait l'expérience? Mais si vous voulez, ce type d'expérience peut se faire avec un autre appareillage. Imaginez que dans cette vitre ultramince, cette fois-ci, vous placiez le détecteur dans la vitre ultramince. Donc, vous placez le détecteur à l'intérieur de la vitre ultramince. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez de nouveau 4% des photons qui sont réfléchis, because le détecteur va en détecter 96%. Donc, ça veut dire que mon expérience que je fais vient interférer avec la nature. Le fait que je mette ou pas un détecteur va en fait changer la manière dont la nature se comporte. Que je regarde le détecteur ou que je ne regarde pas le détecteur n'a pas d'importance. Le détecteur, il interagit et le résultat de mon expérience n'est plus le même. Alors vous dites, OK, là, oui, on commence à se dire que c'est peut-être pas simplement des petites probabilités qui s'additionnent. Et non, la quantique, c'est pas des probabilités qui s'additionnent. Notamment dans ces cas-ci, on peut additionner d'autres choses qui vont nous donner les probabilités, qui se trouvent derrière la probabilité. On n'ouvre pas la boîte, mais on ne peut pas additionner les probabilités en tant que telles. Alors, un physicien génial, enfin moi je le trouve génial, moi je l'adore, je suis tombé amoureux de lui, mais à titre posthume, si vous voulez, j'aurais pu me marier avec lui. Il s'appelle Richard Feynman. Bon, c'est de lui la fameuse phrase d'introduction à la conférence que personne ne comprend la mécanique quantique, que lui-même ne la comprenait pas et que ses propres étudiants ne la comprenaient pas. Il s'est quand même tapé le prix Nobel dans la mécanique quantique en 1965 pour notamment ce type d'expérience-là. Eh bien, Richard Feynman avait eu une idée pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. Alors, il avait dit en vérité la chose suivante. Il avait dit, on peut imaginer. Attention, parce que ça devient un peu tarabiscoté. On peut imaginer que dans notre astuce de vitre, ou la vitre normale, ou la vitre ultramince, on peut imaginer
que le photon explore l'ensemble des chemins possibles. Attention, minute papillon, je vais prendre une autre craie. À mon avis, ça n'aidera pas mieux à la compréhension, mais c'est une manière de me rassurer que vous n'allez pas vous enfouir. Donc, ce que disait ou avait pensé Richard Feynman, c'était la chose suivante. Pour essayer de comprendre pourquoi dans une vitre ultra mince, je n'ai pas de reflet, et dans une vitre du commerce, j'ai un reflet, il dit OK. Dans les deux cas, j'ai le photon qui réfléchit de la face avant et j'ai le photon qui réfléchit de la face arrière. Sauf que dans le cadre de la vitre ultra mince, les phases du photon sont en opposition justement. Et donc, le reflet s'annule. Tandis que dans la vitre, entre guillemets, du commerce, il n'y a pas une opposition de phase aussi précise entre les photons et donc les phases ne s'annulent pas. Et donc, il avait dit, il ne peut pas simplement regarder le trajet de la lumière comme on regardait à l'école primaire en prenant une latte et en calculant le trajet. On doit, entre guillemets, tenir compte de tous les chemins possibles. Et puis, vous avez des physiciens quantiques qui vont vous faire le calcul. Vous ne devez pas faire, vous, les calculs de tous les chemins possibles. Laissons-nous porter par les calculs. Mais dans le cadre de la vitre ultramince, ce qui se passe, ça, on peut le comprendre, c'est que vu que la vitre est ultra mince, les chemins du photon face arrière et du photon face avant sont des chemins qui prennent à peu près le même temps. Ce sont des chemins qui ont à peu près la même durée temporelle, vu que justement la vitre est ultra mince. Et vu que ces chemins sont dans une durée temporelle relativement semblable ou quasi identique, alors cette opposition de phase joue. Et il y a annulation, si vous voulez, de l'interférence, en vérité, et le reflet disparaît. Mais alors là, tout va bien, entre guillemets. Enfin, je vous ai dit, OK, rien qu'avec une bête vitre, la fameuse quantique au coin de la rue, il y a quand même moyen de s'arracher un peu les cheveux. Mais alors, vous vous dites, c'est quand même particulier, parce que quand le photon, il bute sur la face avant, il explore aussi le chemin de la face arrière. Il explore aussi le chemin de la face arrière qui se trouve juste derrière, ou il explore aussi le chemin de la face arrière qui se trouve un peu plus loin. Et tout ça avec un bête reflet dans une vitre. Moi, quand on m'a appris ça, et que j'ai pris le bus et que j'ai vu mon reflet dans la vitre, que j'ai eu un haul, que je me suis dit, oh là là, voilà, tout ça avec un reflet dans une vitre. Je dis, franchement, le photon, il fait quand même des trucs un peu bizarres. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ça va? Ça va. OK. Donc, nous avons retenu, là, on peut retenir plusieurs choses. 1, la quantique joue avec des probabilités. 2, la quantique, ce n'est pas simplement la somme des probabilités. Il y a autre chose derrière. 3, quand on parle de photons, on doit parler non pas d'un trajet, mais d'une sorte d'exploration de tous les trajets possibles. Alors, ça peut vous sembler compliqué avec une vitre, on va simplifier ça avec une expérience toute simple, qui est l'expérience du miroir. Vous êtes tous déjà, je suppose, regardés dans un miroir, tous les matins, moi, je me brosse les dents avec un miroir, c'est ma petite méthode. Eh bien, on va regarder l'expérience du miroir. Alors, ici, ce truc... Non, c'est l'autre. Voilà. Alors, l'expérience du miroir est la chose suivante. Imaginez que vous avez ici une source lumineuse et ici, vous avez un détecteur. Donc, nous savons que la physique va vous dire que le photon, il part de la source lumineuse et puis il va se réfléchir. Bien vu, mon graphique, je me fais le préparer à l'avance, il va se réfléchir en calculant que l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Et donc, vous allez trouver exactement ici le clic du détecteur du photon. Et techniquement, c'est pour ça que vous avez cette image du miroir, qui est la fameuse image virtuelle qui se trouve dans le miroir en face. OK? Jusque-là, tout va bien. Et donc, la question maintenant est de dire, mais comment on fait le photon pour partir de la source et pour arriver au détecteur? Et comment il fait quand il bute sur le miroir? Il a quoi? Il a un rapporteur en poche? Il calcule, ah ouais, je suis arrivé avec cet angle-ci, il faut que je reparte avec le même angle? C'est quand même bizarre cette affaire. Eh bien,
de nouveau, pourquoi est-ce que le photon, par exemple, ne fait pas ce trajet-ci? Ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce trajet-là? Ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce trajet-ci? Ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce trajet-là? Pourquoi est-ce qu'il fait ce trajet-ci? Pourquoi il fait ce trajet-ci, qui est le trajet classique, le trajet que connaissait déjà, qu'on connaissait depuis les anciens Grecs et Romains, qui avaient formalisé Descartes et toute la bande avec les lois de la réflexion? Pourquoi est-ce qu'il fait ce trajet préférentiel-ci? On reprend l'idée d'avant. En vérité, on peut imaginer, et j'utilise à dessein des mots simples, on peut imaginer que le photon parcourt tous les chemins possibles, mais qu'il n'y a que ce chemin-ci qui donne une interférence positive. Les autres chemins vont s'annuler les uns les autres. Alors là, vous dites, ok, là, ouais, ça c'est quand même simplement quand on se regarde dans une vitre, on a une espèce de photon qui explore tous les chemins avec des interférences destructives, tac, 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 et il n'y a que le chemin de moindre temps, chemin d'action stationnaire, disons, qui, lui, contribue de manière constructive. Et vous avez vu que j'ai pris garde de faire un gros trait à la craie, parce que c'est pas un chemin, c'est une série de chemins. C'est tous les chemins qui se trouvent près du minimum. Alors cette affaire du minimum, pour essayer de bien la comprendre, et pourquoi, entre guillemets, ça bouge peu du minimum, on peut prendre une image assez simple qui est aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre, et aujourd'hui, le 18 décembre, c'est entre guillemets, quasiment le jour le plus long. Le plus court, que je raconte comme un arrive. Le jour le plus long, c'est le film. Alors, c'est quasiment le jour le plus court. Et donc, la nuit la plus longue. Donc, on est quasiment au minimum de la durée du jour. Le minimum va être atteint dans une ou deux nuits. Ce sera le 20 ou le 21 décembre. Eh bien, quand on est proche du minimum, si vous bougez un peu par rapport au minimum, en vérité, vous ne bougez pas beaucoup. Vous voyez, la durée de la nuit n'est pas extrêmement différente aujourd'hui qu'elle ne le sera demain ou qu'elle ne sera après-demain, parce qu'on est justement dans cette zone proche du minimum. Et donc, ça veut dire, si je reprends l'exemple ici, que quand j'ai un rayon lumineux qui est près du chemin de moindre temps, s'il est juste à côté du chemin de moindre temps, que ce soit un peu plus ou un peu moins, il est en fait très très proche du chemin de moindre temps. Et les phases du photon vont rester cohérentes et on va pouvoir avoir l'image. Parce qu'il est proche du minimum de temps. Ce principe de moindre temps avait été énoncé en 1650 par le fameux Pierre de Fermat. Bien sûr, il n'avait pas la théorie quantique en poche, mais il avait déjà compris que la lumière suivait le chemin de moindre temps. Alors si vous dites oui, mais ce chemin de moindre temps m'a l'air d'être aussi le chemin de moindre distance, vous avez raison, parce que vu qu'on se trouve dans un seul milieu qui est l'air, ce qui est un chemin de moindre temps est aussi un chemin de plus courte distance. Donc, ce que la quantique nous dit, c'est que quand vous vous regardez dans un miroir, c'est pas un trajet précis du photon qui va de là à là, c'est en vérité une somme de chemins qui se trouve près du minimum du chemin, du minimum de temps de chemin. Et c'est cette somme de chemins qui vient contribuer positivement pour vous donner l'image que vous regardez dans le miroir. Parce que sinon, nous n'avons pas une explication rationnelle pour vous dire pourquoi est-ce que le photon ne pourrait pas aller là, ne pourrait pas aller là, ne pourrait pas aller là, ne pourrait pas aller là. Mais l'explication qu'on a, c'est une explication mathématique, où on vous dit que ce trajet-ci va s'annuler avec ce trajet-là, et ce trajet-ci va s'annuler avec ce trajet-là. Donc l'explication mathématique, elle vous permet de vous en sortir, mais l'explication mathématique ne vous permet pas de comprendre le pourquoi. Et si vous dites, mais cette affaire,
est complètement alambiqué et je m'arrache les cheveux, eh bien, et si vous dites, mais pourquoi c'est comme ça, en tout cas, moi je ne sais pas vous répondre. Il y a peut-être des gens qui pourraient vous répondre ou qui diront qu'ils pourraient vous répondre, mais techniquement, quand on dit qu'on ne comprend pas la physique quantique, c'est là. C'est qu'on dit on peut faire le calcul, mais on ne sait pas vous répondre. On ne sait pas vous dire si c'est vrai au sens de la vérité physique que le photon fait vraiment tous les chemins ou si ce sont des chemins virtuels. Mais c'est une image plausible. C'est une image tellement plausible qu'on va, entre guillemets, la mettre à l'épreuve avec une troisième expérience. Ça va ? Tout le monde suit, plus ou moins. Hein, laissez-vous porter. Personne ne la comprend. Hein, de toute façon, c'est une mécanique quantique. Donc. La troisième expérience est la chose suivante. Nous allons encore simplifier l'expérience. Donc, on a fait une expérience relativement compliquée avec une vitre avec 2 faces qui est devenue une vitre ultramince. On a fait une expérience avec un miroir qui est quelque chose un peu plus simplifié. Donc, vous avez vu, la construction pédagogique est tout à fait faite à l'envers, bien sûr, vu que je parle de plus compliqué. Bon, vous dites, ce type, comme prof, il repassera. On va faire une simple expérience qui consiste à dire, j'ai une lampe de poche, j'ai un détecteur, j'ai une source lumineuse et j'ai un détecteur. Donc, si tout ce qu'on a dit jusqu'à présent est vrai, ça signifie qu'il y a le chemin de moindre temps qui sont des chemins qui se trouvent près de la ligne droite, en ce compris la ligne tout à fait droite. Ça, c'est les chemins qui interfèrent positivement. Si ce qu'on a dit était... J'essaie de l'abaisser, ce bazar. Ah non, c'est l'autre. Non. Non. Hop. Si ce qu'on a dit est vrai, ça veut dire qu'on peut dessiner tous les chemins possibles, imaginables. Ici, vous pouvez avoir un chemin A, B, un C et un D. Parce qu'on a dit que le photon, la particule de lumière, explorait tous les chemins possibles. Juste, jusque-là, tout va bien. Alors, si ce qu'on a dit est vrai, ces chemins-ci vont s'annuler les uns les autres. Et on fait les calculs, ils s'annulent bien les uns les autres. Les interférences sont destructives. Mais on reste embêté par ce qui vous gêne, je suppose, mais vu que vous êtes des gens polis, vous n'avez pas vraiment osé me dire, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est de dire, ouais, mais c'est quoi cette affaire de ces chemins de moindre temps là, vous laissez comme une sorte de possibilité de chemin ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vérifier si le photon a vraiment besoin d'avoir une sorte de liberté d'action ou si on le contraint sur le chemin de la ligne droite, en fait on a quand même la source qui émet un photon, le détecteur qui clique. Eh bien oui, et en vérité, en partie, c'est comme ça que moi je comprends un peu la quantique, c'est qu'en partie, c'est une espèce de jeu du chat et de la souris entre les expériences, la manière dont on comprend les expériences et dont on crée la théorie derrière, et puis on se dit, on va faire une nouvelle expérience pour essayer d'aller coincer la nature. Vous voyez, on essaie chaque fois d'aller un peu plus loin pour se dire, mais essayons de coincer la nature. Comment est-ce qu'on pourrait coincer la nature? Eh bien, on va reprendre notre source, on va reprendre notre détecteur, et on va mettre une fente. Si je mets une fente, je peux, autant que faire se peut, venir embêter le photon pour l'empêcher d'aller prendre les chemins à côté du minimum. Ok? Et comme ça, on vient un peu lui dire, hé Gaillard, t'avais vraiment besoin de faire toutes ces contributions-là, ou le chemin en ligne droite, comme à l'école primaire, quand on traçait une ligne droite qui n'est pas droite ici, bien sûr, mais ça vous avez compris, eh bien, fonctionne. Bon. Évidemment, ça, le pays qui fait son truc pas en ligne droite. Eh bien, tant que vous imaginez l'expérience suivante où ces 2 blocs sont mobiles, pas complètement bête la guêpe, on va laisser le photon, d'abord, il fait ses chemins, quelque part on annule toutes ses contributions aussi, parce que, à ce stade, on n'imagine pas encore que le photon passe à travers le bloc, ok? Donc, on n'a plus que les chemins de moindre temps. Tant qu'on lui laisse les chemins de moindre temps, il n'y a pas de souci. Et quand on va serrer trop les blocs, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, on est de nouveau chocolat bleu pâle. On n'aura pas le détecteur qui fait clic. Pourtant, pas exactement comme dans ce schéma, la source est parfaitement alignée. Le photon peut aller en ligne droite, c'est de l'alignement de l'alignement. Vous pouvez faire cette expérience avec un laser, il ne faut pas le faire avec une lampe de poche achetée à la Migros, hein. Vous le faites avec un laser, précis de chez précis. Eh bien, ça ne va pas marcher. Si vous mettez ici un détecteur, ou si vous mettez là un détecteur, D1, D2, ils vont cliquer. Donc, le photon ira de temps en temps ici, de temps en temps là, et de temps en temps là. Ah ouais, donc même en ligne droite, la lumière va en ligne droite quand je la laisse aller en ligne droite, mais quand je la force à aller en ligne droite, elle ne va pas en ligne droite. Alors, la lumière est rebelle quand même. Hein. Vous dites, ok, là, si là vous me dites que la quantique n'est pas bizarre, alors là, moi je ne sais plus. Moi je rends mon tablier, je dis, je rends le micro parce que je ne sais pas quoi faire. Donc la lumière, elle ne va pas en ligne droite. Enfin si. Elle va en ligne droite, mais quand on la laisse un peu gigoter, si vous voulez. C'est une lumière un peu rebelle. Elle n'aime pas être tout à fait contrainte. Voilà. Donc, ici, vous venez gigoter sur le photon, vous ne lui laissez plus qu'un chemin extrêmement précis, et vous avez ce détecteur-là qui va cliquer, et vous avez ce détecteur-là qui va cliquer. Et on peut même faire un montage suffisamment précis, calibré. Ici, on est de toute façon sur des montages en expérience tableau, mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire un montage où ce détecteur-ci va cliquer 50% du temps, celui-ci va cliquer 25% du temps, et celui-ci va cliquer 25% du temps. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de photon qui est parti sur la galaxie d'Andromède et qui est revenu après avoir pris le thé avec un autre photon par là. Non, 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 ils sont bien là où ils devaient être, mais ils ne sont pas exactement là où ils devaient être, parce qu'ils vont de travers, alors qu'on leur avait dit d'aller en ligne droite. Ben voilà, là, alors si vous dites là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, mais qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? C'est là que se pose une question, outre le fait que j'ai mon bazar ici, mais ça c'est à cause du micro qui a un poids qui me tire vers le bas. Je veux préciser que mon budget me permet quand même encore de m'acheter une ceinture, mais voilà. C'est là que est-ce que vous accepteriez que je ne sais pas si je vais écrire ou pas l'équation, parce que j'ai peur. Mais ce que je vais dire, parce que j'ai peur d'effrayer tout le monde, et puis il y avait un autre grand physicien, Stephen Hawking, qui disait que quand on indiquait une équation dans un bouquin, on divisait le nombre de lecteurs par 2. Alors vous allez... Alors, si maintenant j'écris une équation et que la moitié de la salle se barre, ouais, là, le Quantum Club, il ne va pas me rembourser mon billet de train, quoi. Donc vu que j'ai quand même pas... Ouais. Alors... Imaginez la chose suivante. En fait, la quantique, elle dit fondamentalement ceci. Quand vous contraignez le photon dans un chemin trop précis, vous lui communiquez une certaine quantité de mouvement. Ici, à ce stade, pour nos opérations, on peut dire une certaine vitesse. Dans la même direction de la contrainte. Donc ici, j'essaie de contraindre le photon sur cet axe-ci. Je peux l'appeler l'axe des X. J'essaie de le contraindre sur cet axe-ci, et donc en le contraignant sur cet axe-ci, je lui communique une composante de vitesse selon le même axe, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et donc c'est logique que ce photon a une composante de vitesse par là, je lui communique une composante de vitesse dans le sens horizontal vers le haut, vers le bas, et donc il va faire biper ce détecteur-là, ou va faire biper ce détecteur-là. Ce principe fondamental de la quantique s'appelle le principe d'incertitude. Oh, ça part mal, évidemment, pour une science qui veut être exacte. Alors, c'est le principe d'incertitude dit que fondamentalement, avec les particules quantiques, quand vous essayez de les contraindre sur ou la composante position ou la composante vitesse-impulsion, eh bien, vous perdez ou sur l'une ou sur l'autre. Ici, on veut être trop précis
sur la position, c'est la vitesse qui nous échappe. Si on voulait être trop précis sur la vitesse, sur l'impulsion, c'est la position qui va nous échapper. C'est le fameux principe d'incertitude. Alors vous dites, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour nous? Pourquoi est-ce que vous pouvez prendre un ballon de football et vous savez exactement là où il est, à la position là où il est et à la vitesse là où il est? Ben ça c'est because le ballon de football est un objet macroscopique et que le principe d'incertitude joue avec des quantités infinitésimales. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas fondamentalement d'incertitude, mais quand bien même il jouerait, on ne pourrait pas le mesurer. Et donc, nous n'avons pas ce floutage pour les objets macroscopiques. Et vous avez encore la chance, quand vous vous baladez, d'être là où vous êtes, à la vitesse que vous êtes. Et bon, bien sûr, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver en retard à une réunion en disant que c'était because de principe d'incertitude. Mais ça n'a fait rire personne, hein. Je veux dire, et mon doyen m'a quand même dit, toi, tu commences un peu à me casser les pieds, hein. Donc, je dis, bon, voilà. Mais voilà. Donc, mais l'idée du principe d'incertitude est celle-là. Attention. Ce n'est pas un problème de mesure. Ce n'est pas un problème de dire qu'on n'a pas le droit de mesurer. C'est pas ça le principe d'incertitude. Même si souvent, si vous regardez sur l'internet ou autre, c'est ce que vous risqueriez de voir. Le principe d'incertitude dit que c'est fondamentalement pas possible. C'est deux précisions qui ne peuvent pas aller de pair. Vous ne pouvez pas être précis sur la position en même temps que vous êtes précis sur la vitesse. Pour prendre un exemple, un exemple qui n'est pas dans la quantique, pour situer, si vous avez un diapason, vous avez tous eu un diapason en main, quand vous donnez un coup au diapason et que vous voulez le faire résonner, si vous voulez avoir la bonne fréquence, il est réglé sur 440 Hz, le La de la troisième, le La du milieu quand vous êtes assis sur le piano, eh bien, si vous voulez le faire résonner à 440 Hz, vous devez lui laisser un peu de temps. Si vous donnez un coup sur le diapason et puis vous l'arrêtez, vous n'aurez pas la note. Mais c'est le principe d'incertitude appliqué dans le domaine de la musique, si vous voulez. Vous devez avoir une sorte d'incertitude sur le temps pour avoir la précision sur la fréquence. Si vous voulez que le diapason résonne à 440 Hz, ça ne peut pas être un coup trop bref. Sinon vous n'aurez pas vos 440 Hz. C'est le principe d'incertitude vu dans la vie de tous les jours. Il est fondamental. Vous vivez tous les jours avec le principe d'incertitude. Tous ceux qui font du traitement de signal, des micros et des machins, ils savent que si à un moment donné ils sont trop précis sur le spectre, ils perdent de la précision temporelle. Eh bien, c'est toujours le principe d'incertitude techniquement. Sauf que là, on l'accepte parce que c'est avec le signal, et quand on parle du principe d'incertitude pour la quantique, on s'arrache les cheveux. Mais c'est le même principe d'incertitude. Il vient fondamentalement du même déroulé mathématique. Je regarde subtilement la montre qu'on m'a placée, qui est bien grande, ça je ne peux pas la louper, et je réfléchis sur quoi faire encore. Donc, sans que vous ne vous enfuyiez. Alors, si vous avez accepté ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on est quand même avec des bazars relativement compliqués. On va passer à l'autre tableau. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Ah oui. Et là, vous constatez que... Alors, ça, je ne suis pas certain que j'arriverai à le faire, because j'ai peur que vous soyez assassiné. Et donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que la matière est stable. En gros, et on va utiliser le fameux principe d'incertitude. Pourquoi est-ce que quand vous avez un atome d'hydrogène, il est constitué d'un proton et il y a un électron, je ne vais pas dire qu'il tourne autour parce qu'il ne tourne pas autour, mais il y a un électron qui est pas loin du noyau, pas loin de ce proton. Alors l'hydrogène, c'est le constituant le plus répandu dans l'univers, c'est bien sûr, vous avez 2 atomes d'hydrogène dans toutes les molécules d'eau, vous êtes constitué à 80% d'eau, je peux vous assurer que des atomes d'hydrogène, on en a quelques-uns dans l'organisme. Et alors là,
j'espère qu'on va vous emboucher un coin. Bien. Primo, un moins doit être attiré par un plus. C'est une charge négative qui est attirée par une charge positive. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, à terme, ou même à terme très rapide, cet électron doit tomber sur le noyau. Imaginez que par un claquement de main, tous les électrons qui se trouvent, ne fût-ce que sur l'atome d'hydrogène, ne parlons même pas des autres, tombent sur le noyau, il n'y a plus personne qui bouge. On est tous morts, on n'est plus rien, on devient du néant quantique. Donc, la quantique doit nous sauver. Et oui, la quantique vous sauve. Et donc, mesdames et messieurs, ça c'est la quantique au coin de la rue, c'est le fait que vous existez, que nous existons. Eh bien, c'est grâce au principe d'incertitude. Parce que le diamètre ou le rayon du proton est tellement petit que vous ne pouvez pas aller confiner l'électron exactement sur le proton. Si vous confinez votre électron exactement sur le proton, eh bien, il va vous filer entre les mains parce que vous essayez de le confiner dans une boîte, dans une dimension spatiale trop petite et vous allez lui... Oh, il était là, le principe d'incertitude. Et vous allez lui communiquer une trop grande vitesse. Et donc, c'est le principe d'incertitude qui nous sauve. Alors que dans la vie de tous les jours, mais aussi la vie des particules élémentaires, le moins est attiré par le plus. Le moins est attiré par le plus, mais à un moment donné, le moins est rejeté par le plus parce que des particules ne peuvent pas se trouver exactement l'une sur l'autre. Et ça, c'est ce graphique relativement compliqué que j'ai pris un peu du temps pour le faire avant que vous n'arriviez. Si vous avez ici l'énergie... je me suis trompé ici. Si vous avez ici, ici c'est l'énergie en 1 sur R carré. Ça c'est exactement, si vous voulez, c'est la répulsion du principe d'incertitude. Et ici vous avez l'attraction, moins vers plus. Et ici en rouge, vous avez la somme énergétique entre ces deux courbes. Et vous voyez qu'il y a un puits de potentiel qui se dessine. Et ce puits de potentiel, c'est exactement la dimension du rayon atomique, le fameux rayon de Bohr. Donc, en vérité, si la matière est stable, c'est because du principe d'incertitude. Le principe d'incertitude va empêcher l'attraction coulombienne de produire son effet jusqu'au bout. C'est-à-dire que oui, l'électron est attiré par le proton, c'est-à-dire par son noyau, mais il est à un moment donné repoussé parce que le principe d'incertitude vous empêche d'aller mettre l'électron exactement sous le proton. Donc, c'est grâce à la quantique que nous existons, ce qui est quand même pas une mince affaire. Le type à qui on a commandé la conférence sur la quantique au coin de la rue, il me semblait que c'était quand même une belle chose de savoir que tous les électrons qui se trouvent autour de vos noyaux atomiques qui vous composent ne s'effondrent pas sur le noyau parce qu'on ne peut pas les caler précisément sur le noyau because au principe d'incertitude. Mais il y a mieux. Et alors là, j'espère que vous êtes assis. Parce que je reprends mes notes, parce que j'ai plus mes calculs. Ah oui, voilà. En vérité, et ce sera important pour la dernière partie de la conférence, en vérité, la quantique ne vous dit pas que c'est absolument interdit que l'électron arrive sur le noyau. Elle dit juste que c'est infiniment pas probable. C'est infiniment pas probable, et j'ai calculé la probabilité, c'est 10-14. Alors 10-14, c'est minuscule. 10-9, c'est 1 milliardième, et donc 10-14, il faut encore rajouter un -5, c'est-à-dire un 100 millième. Donc si on le disait en langage du capitaine Haddock, c'est un 100 millième de milliardième de probabilité. Donc vous dites, ok, ça n'arrive jamais. Non. Avec la quantique, dire jamais, c'est jamais tout à fait certain. Si vous prenez le nombre d'atomes qu'il y a dans un seul gramme d'hydrogène, c'est ce nombre effroyable qu'on appelle le nombre d'Avogadro. 6,02 10 exposant 23. Donc, je baisse cette chose, je la baisse, je baisse rien du tout. Voilà. Si je multiplie ce nombre-ci, qui est la probabilité qu'un électron se trouve sur le noyau, par le nombre d'atomes d'hydrogène,
je trouve combien? Je trouve à peu près, 23 moins 4, je trouve à peu près un 10,5. Juste? Un 19. Misère. Avec un 6. Alors, sachez-le, je suis, depuis quand je suis enfant, dyscalculique. Comme ça, sincèrement, ça ne m'a pas empêché de terminer major de promotion en Master 2 de physique à l'Université libre de Bruxelles, mais dyscalculique. Donc, je peux vous assurer que ce genre de gag, ça m'arrive tout le temps. Mes étudiants me connaissent par cœur et me corrigent, mais donc vous l'acceptez. Donc, ce que la quantique vous raconte, c'est que vous avez quand même, à chaque seconde qui passe, 6 milliards d'électrons qui se trouvent dans le noyau. Donc on venait de dire que ce n'était pas possible, mais on se rend compte que c'est quand même possible quand on prend la grande masse de tous les atomes. Et si vous calculez ça pour un être humain, c'est inimaginable. Donc on est en train de se dire que ce type nous explique que, oui, il faudrait que l'électron est attiré par le noyau, mais il est, entre guillemets, repoussé par le principe d'incertitude, mais vu que la quantique ne peut pas dire blanc ou noir, qu'elle ne calcule que des probabilités, il y a une probabilité infime qu'un électron se trouve confiné sur le noyau, mais vu le grand nombre d'atomes dans un bête gramme d'hydrogène, il y a quand même sur un bête gramme d'hydrogène, une mole d'hydrogène, 6 milliards d'électrons qui, à un moment donné, à chaque instant, passe exactement sur le noyau. Alors là, si vous n'êtes pas convaincu que la quantique est bizarre, je ne sais pas vous le dire. Mais je sais rien vous dire d'autre. Moi, en tout cas, avec mes maigres compétences qui sont bien maigres, je peux simplement essayer de vous décrire ce qui se passe et de vous dire, personnellement, ça me fait rêver. Et personnellement, je passe, je ne vais pas dire des soirées entières, il ne faut pas exagérer, mais enfin si, je passe quand même pas mal de soirées à me dire « Ah, c'est quand même génial ce qui se passe !» Mais après, si vous trouvez juste que ou c'est inquiétant, ou ce type il a quand même l'air bizarre et en plus il est chauve, vous n'avez pas 100% tort, hein, d'accord? Bon. Alors, si avec ça, vous êtes plus ou moins rassuré que nous vivons parce que nos électrons ne s'effondrent pas sur les noyaux grâce à la quantique. Bien. Alors, on peut maintenant arriver à une des questions qu'on avait posées en début de cette conférence, mais comment cela se fait que vous êtes assis sur une chaise? Parce que, bon, c'est pratique d'être assis sur une chaise, et comment ça se fait que moi je suis ici posé avec mes 2 guibolles sur le sol, mais pourquoi est-ce que vous enfoncez pas dans la chaise? Parce que si vous prenez un noyau atomique, et que vous considérez que ce noyau fait 1 cm, je l'ai plus ou moins fait à l'échelle, juste pour situer le rayon auquel on doit aller calculer où se trouve l'électron, j'arrête ici parce que la caméra a plus de champ, c'est 1 km. Donc, un noyau atomique fait à peu près 1 cm et l'électron se trouve à 1 km. Feynman, toujours, disait qu'il y a beaucoup de place en bas. Pas qu'un peu, il n'y a que de vide en bas. Il y a très très peu de matière. Vous êtes constitué de 99% de vide. Donc si un jour, un prof, j'espère que non, mais vous allez dire, il n'y a vraiment rien dans ta tête, oui, il avait raison. Moi, quand on me l'a dit, j'avais rien dans ma tête. Hein. Mais oui, mais ça, c'est démontré par la quantique. Il n'y a que du vide. Et des champs. Pas Didier, des champs. Alors, la question est, je suis debout. Et comment ça se fait qu'avec tout le vide que j'ai en moi, tout le vide qui se trouve sur le carrelage, pourquoi est-ce que mes petits électrons ne vont pas aller un peu dans le vide d'en bas? Parce qu'alors je passerai au travers. Qu'est-ce qui fait la solidité, la rigidité de la matière? Eh bien, la rigidité de la matière est de nouveau sauvée par la quantique. C'est grâce à la quantique que vous êtes assis sur une chaise. C'est grâce à la quantique que je suis debout. C'est grâce à la quantique que si je m'appuie sur le tableau, je ne passe pas à travers. Parce que sinon, avec la place qu'il y a, mes électrons auraient de la place pour passer au travers. Mais la quantique, c'est vraiment, je l'ai pris pour ce moment-ci, c'est vraiment les poupées russes. Hein, parce que quand vous avez cru, il y a toujours une. Bon, eh bien, un principe de la quantique
vous dit que les électrons, ils ne peuvent pas aller à plus que 2, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous assassiner, mais les électrons, ils ne peuvent pas être à plus que 2. Il y en a, si vous mettez 2 électrons sur une orbitale atomique, il y en a un qui a un spin haut, l'autre qui a le spin bas, et avec ça, entre guillemets, s'il y a un troisième qui essaie d'arriver, tac, il le repousse. C'est pas qu'il y a une force, c'est un principe d'exclusion. On avait le principe d'incertitude, ça c'est le principe d'exclusion. Donc le principe d'exclusion fait que votre nuage électronique à vous ne s'interpénètre pas avec le nuage électronique de la chaise parce que vos électrons à vous sont repoussés par les électrons de la chaise et vice-versa. Et ça, c'est un principe d'exclusion de la quantique. Alors si vous dites, ok, c'est quand même, se taper 1 heure de conférence de savoir pourquoi je suis assis sur une chaise, ok, vous avez raison, parce que techniquement, Newton, il avait dit, c'est la 3e loi, c'est-à-dire action-réaction, et donc vous êtes assis sur une chaise, vous exercez une force sur la chaise, et en retour, la chaise exerce une force sur vous. Et donc, ça, c'était une loi magnifique, c'est une loi qui permet de faire énormément de choses. Moi, je l'utilise tout le temps dans mes cours de mécanique parce qu'elle permet de démontrer plein de choses. Mais c'était une loi extrêmement descriptive. Il ne faisait que décrire les phénomènes. Ici, on n'est pas mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on est plus intelligent que Newton. On est en train de décrire les phénomènes simplement à un autre niveau. Et peut-être que si dans 5 ans ou dans 10 ans, il fallait refaire cette conférence ici même, on vous redirait pas les mêmes choses parce qu'on aurait trouvé quelque chose d'autre ou un autre niveau de compréhension. Et si vous dites « Ah, mais pourquoi les électrons ne peuvent être que maximum à 2 et de spin opposés et que je peux pas aller en mettre un 3e », je peux vous expliquer la mathématique qu'il y a là derrière. Je peux vous expliquer le pourquoi du comment de la mathématique, mais si vous dites oui, mais pourquoi au sens de quelle est la raison qui fait que, ben ça, je ne sais pas vous dire la raison qui fait que. De nouveau, là, on est dans le mystère de la quantique, mais qui n'est pas le mystère de la quantique, c'est le mystère de la nature. Si vous dites mais pourquoi la nature se comporte comme ça, elle se comporte comme ça. C'est pas le physicien qui peut vous dire le pourquoi du comment, ça c'est d'autres personnes ou d'autres explorations mentales, mais le physicien peut vous dire la nature se comporte comme ça. À l'époque de Newton, on pensait et on continue à penser qu'on ne s'enfonce pas dans une chaise parce que c'est la 3e loi action-réaction. À notre époque, on pense que c'est le principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire que vos nuages électroniques de tous vos atomes n'arrivent pas à s'interpénétrer avec les nuages électroniques des atomes de la chaise. Ouais. C'était un petit plaisir de citer Newton parce que moi j'aime vraiment bien Newton et réussir à citer Newton sur une conférence sur la quantique, c'était un peu un gimmick que je m'étais dit si j'arrive je le fais. Alors, on termine sur le dernier point. Voilà. Ici, tout à l'heure, le Quantum Club m'a offert un thé, un magnifique thé vert. Ce thé, il faisait 30, 35, 40 degrés. Je sais pas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas irradié en regardant une tasse de café, une tasse de thé? Eh bien, là encore, c'est la quantique qui vous sauve. Je vais la faire brève. La physique classique, je la fais brève, mais ceci, en vérité, cette chose-là, c'est la naissance de la quantique. Nous sommes en 1900. C'est là que naît techniquement la quantique. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas irradié? Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas une décharge de rayons ultraviolets quand vous simplement vous regardez une tasse de café? Pourquoi est-ce que vous devriez? Parce que si on prend la loi classique dit que l'énergie rayonnée dépend de la fréquence, elle dépend tellement bien de la fréquence qu'elle dépend de la fréquence au carré. Donc en gros, vous êtes censé, en simplement regardant une tasse de café, vous choper des décharges d'UV, de rayons X, de rayons gamma, vous êtes carbonisé, quoi. Bon, voilà. Or, tout qui s'est pris un jour un café, c'est bien qu'il n'a pas reçu un photon UV dans le pif. Hein. Bon, voilà. Donc, la quantique doit nous aider. Et la quantique, et on revient au tout début, donc avec quand même une petite idée pédagogique derrière cet exposé un peu alambiqué, la quantique, elle quantifie. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un photon, comme on l'avait vu au début.
Elle dit que c'est pas un quart de photon. Elle dit que c'est pas un demi-photon. C'est un photon. Et le photon, il possède une certaine énergie. Et l'énergie qui est disponible avec une tasse de café ne permet pas d'aller acheter des photons, si vous voulez, ou ne permet pas de rayonner des photons UV, X ou gamma. C'est un peu comme si vous alliez manger une fondue tout à l'heure, parce que c'est bon la fondue, et vous n'avez que 20 francs en poche, et la fondue coûte 25 francs. Bon, eh bien, on ne va pas vous donner un 4/5 de fondue. Non, la fondue, c'est 25 francs, monsieur, madame, sorry, mais si vous avez que 20 francs en poche, vous prenez une salade. Bah oui, ok, là vous prenez une salade. C'est moins drôle quand même, mais c'est comme ça. Eh bien, c'est la même chose ici. La tasse de café, elle n'a pas la quantité d'énergie pour rayonner des photons ici. Et donc Planck avait établi sa fameuse loi, sa loi de Planck, qui venait contredire ou corriger, si vous voulez, la loi classique, et qui disait, ah ben oui, moi aussi, un peu planter la courbe, le photon, la tasse de café, elle va rayonner préférentiellement dans l'infrarouge. Et c'est exactement ça. Si vous prenez une tasse de café, elle est chaude, si vous la regardez à la caméra thermique, ça fonctionne. Et oui, la tasse de café rayonne préférentiellement dans l'infrarouge. Et donc, c'est la quantique qui vient éviter ce qu'on avait appelé à l'époque, au 19e siècle, les débuts du 20e siècle, la fameuse catastrophe ultraviolette. La catastrophe ultraviolette signifiait que tout objet avec une certaine température émettait un rayonnement dans toutes les longueurs d'onde, en ce compris les UV, en ce compris les rayons X et les rayons gamma. Donc c'était évidemment gênant. Alors, ne faisons pas passer nos ancêtres physiciens pour plus bêtes qu'ils n'étaient. Ils savaient très bien qu'il y avait un souci dans la loi. Et Planck a introduit dans la mathématique la quantification, donc cette idée qu'on ne peut rayonner des photons que par paquet d'énergie. Il a introduit la quantification, donc on est au cœur de la création de la quantique, comme étant un truc mathématique pour récupérer une courbe qui, à basse fréquence, correspondait à la courbe classique et qui, à haute fréquence, la faisait s'écraser avec une exponentielle décroissante. Et il ne sait pas, je pense qu'il s'est il a créé ça a fonctionné, et ce n'est qu'après que la communauté scientifique s'est emparée du phénomène de la quantification et que quelque part la quantique a été développée. Elle a quasiment été développée à l'insu du plein gré de la première personne qui a pensé à quantifier. Parce que d'ailleurs, on a retrouvé des correspondances ou des lettres où Planck disait qu'il était tellement effrayé de la création de la quantique qu'il ne voulait plus qu'on l'assimile de quelque manière que ce soit à cette nouvelle science. Tellement il avait l'impression qu'on faisait des choses bizarres. Ah, ça, mais alors, des choses bizarres, il y en a quand même. Parce que vous avez vu que j'ai pas mis une courbe d'arrêt. La quantique, elle continue à jouer avec des probabilités. Là encore, la quantique ne vous dit pas que c'est impossible que vous avez qu'un photon UV ou qu'un photon visible soit émis par une tasse de café. La quantique dit juste que c'est hautement improbable. Mais si vous avez le temps, vous prenez une tasse de café demain, vous la mettez sur un petit réchaud pour la tenir à 30 degrés. Moi, j'ai fait le calcul pour 30 degrés. Vous avez le temps, si vous regardez cette tasse de café dans le noir, pendant 40 ans, vous aurez un photon visible qui sera émis. Ah. Faut bien regarder, parce qu'on n'a pas dit qu'il était... Mais il y a moyen. Alors, un photon UV, ça vous pouvez attendre une durée de temps plus longue que l'âge de l'univers. Donc, ça fait quand même long. Mais de nouveau, ça reste des probabilités, ça reste des tirages. Il n'est pas impossible que depuis qu'on ait inventé le café, il y ait un paye, une mail, ça c'est du bruxellois, ça veut dire un monsieur ou une madame, qui un jour pris une tasse de café et qui s'est ramassé un photon UV dans l'œil. C'est pas interdit par la quantique, c'est juste hautement improbable. Et si vous voulez être plus ou moins assuré d'en voir un, il faut attendre une durée qui est plus longue que l'âge de l'univers. Donc là, entre guillemets, ça c'est très très long. Mais par contre, un photon visible, c'est-à-dire l'émission d'un photon visible, ça c'est 40 ans. Et donc 40 ans, si vous avez le temps, l'envie et les nerfs, ben faites-le quoi. Je dis, vous pourrez ainsi vérifier
que la quantique fonctionne comme elle doit fonctionner. Voilà, je sais. On m'avait demandé de faire une conférence sur la quantique au coin de la rue. J'ai essayé de vous emmener en essayant d'être le plus honnête possible par rapport à la science et donc de pas emballer ça dans trop de blabla de vulgarisation. Donc je suis entre guillemets extrêmement ravi que vous ayez pu suivre jusqu'ici et n'hésitez pas et ne soyez absolument pas inquiets. Si vous pensez que la quantique est bizarre, tout le monde trouve que la quantique est bizarre, hein. Donc ça c'est tout à fait certain. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de votre attention. Merci infiniment, professeur Bucella, pour cette excellente conférence. Merci évidemment à tous d'avoir été présents ce soir. Donc je vous confirme, on a ouvert 3 salles. Donc on avait de l'ordre de 550 personnes pour la conférence de ce soir. C'est assez incroyable. Donc voilà, merci infiniment pour ça. On va organiser donc une petite séance dédicace par professeur Bucella. Il y a encore des livres en vente, donc on va être un point de vente ici dans la salle A300. Donc pour ceux qui sont dans les autres salles, si vous voulez venir acheter un livre, vous pouvez passer en haut de la salle A300. Et voilà, pour les autres, pour la sortie, vous pouvez sortir par les 2 sorties principales, hein, donc en Sciences 2 et Sciences 3. Et je vous remercie encore une fois infiniment. Merci beaucoup.